Nous mangions le rôti de Noël. Mon frère Cédric a porté un toast à son contrat de 10 millions d'euros, en ricanant, ne me demande pas de prêt. En secret, j'ai appuyé sur refuser pour le virement bancaire sous la table. Son téléphone a vibré, et son visage est devenu livide. Les Yvelines, le 25 décembre. La neige ensevelit l'allée, nous scellant à l'intérieur, mais dans le domaine des Belmont, l'air est d'une chaleur étouffante. Je m'appelle Léa Belmont, et je regarde mon frère porter un toast à une fortune de 10 millions d'euros qui n'existe pas. Il croit avoir sécurisé un investisseur silencieux pour sauver sa start-up en déclin, ignorant que la personne qui détient le bouton d'arrêt d'urgence est assise juste en face de lui. Il pense que je ne suis que la comptable discrète qui compte ses centimes pendant qu'il rêve d'empire. Mais dans exactement 30 secondes, je vais enseigner à ma famille la différence brutale entre le prix et la valeur. L'essuie-glace claquait contre le pare-brise, menant une bataille perdue d'avance contre le grésil. C'était une neige lourde et humide, le genre qui se transformait en gadoue grise dès qu'elle touchait l'asphalte. J'ai rétrogradé, sentant la transmission de ma Subaru accrocher et tenir bon sur la pente glissante de l'allée. La voiture avait 5 ans, payée comptant et fiable. Elle avait des sièges chauffants et 4 roues motrices, ce qui était tout ce que j'exigeais d'un véhicule. Elle n'avait pas d'ornement sur le capot ni de volant chauffant, et sa peinture était d'un gris anthracite raisonnable qui disparaissait dans le paysage hivernal. J'ai franchi la colline et la maison s'est dressée comme une forteresse contre le ciel blanc. Le domaine des Belmont. C'était une vaste demeure de style classique, avec des briques et des piliers blancs illuminés par des projecteurs qui perçaient la tempête. L'allée était déjà bondée. La Mercedes classe S noire de mon père, Richard, était garée près du garage, flanquée du Range Rover de ma mère. La voiture de Cédric était là aussi, un Porsche Cayenne rutilant et agressif, garé en biais de manière à occuper 2 places. C'était un leasing. J'en connaissais les termes parce que je connaissais le marché, et je connaissais Cédric. Il conduisait une voiture qui coûtait 3 000 € par mois en location, tandis que je conduisais une voiture que je pouvais réparer avec une clé anglaise et un tutoriel YouTube. J'ai garé la Subaru sur l'herbe, à l'écart du bitume, laissant les places de choix aux invités qui comptaient. J'ai coupé le moteur. Le silence s'est engouffré, froid et absolu, seulement rompu par le cliquetis du métal qui refroidissait et le doux crépitement de la neige contre la vitre. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. C'était une vibration unique et nette. Je n'avais pas besoin de regarder l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Mon avocat mandataire, motivé par le taux horaire et l'anxiété, confirmait les déclencheurs finaux du compte séquestre. Document prêt pour signature finale. Séquestre en attente. Cette notification représentait 10 millions d'euros de liquidités dormant sur un compte d'attente qui portait un nom volontairement déconnecté du mien. Pour le monde, et particulièrement pour les personnes à l'intérieur de cette maison, j'étais Léa Belmont, la fille discrète qui vivait dans un 2 pièces à Rouen et vérifiait des déclarations d'impôts pour un cabinet de taille moyenne. J'étais la déception fiable. J'étais le choix de secours. J'ai laissé le téléphone dans ma poche. J'ai vérifié mon visage dans le rétroviseur. J'avais l'air fatigué, ce qui était bien. Ça collait à leur récit. J'ai passé une main dans mes cheveux, attrapé mon sac de voyage en toile sur le siège passager et ouvert la porte. Le vent a mordu à travers mon manteau immédiatement, vif et humide. J'ai marché tête baissée vers la porte d'entrée, mes bottes crissant sur la pierre salée de l'allée. La porte d'entrée était en chêne massif, ornée d'une couronne de la taille d'un pneu de tracteur, tissée de canneberges séchées et de rubans dorés. Je n'ai pas frappé. J'ai tourné la poignée en laiton et poussé. La chaleur m'a frappé en premier. C'était un mur physique, sec et parfumé agressivement à la cannelle et au vin rouge hors de prix. La maison était toujours surchauffée en hiver, un étalage d'abondance qui asséchait vos lentilles de contact et vous démangeait la peau. J'ai marché sur le marbre du hall, tapant mes bottes sur le tapis pour en faire tomber la neige. Ferme la porte, tu laisses sortir la chaleur. Ma mère, Élise, est apparue du couloir menant à la salle à manger. Elle portait une robe en velours rouge qui épousait une silhouette maintenue par le pilate et la privation de nourriture. Elle tenait un verre à vin en cristal nonchalamment dans sa main droite. Elle ne m'a pas prise dans ses bras.
Elle s'est arrêtée à 1 mètre et a penché la tête, ses yeux me scrutant du sommet de ma tête humide jusqu'aux semelles de mes bottes. « Bonjour maman », ai-je dit. « Tu as l'air épuisée, Léa », dit-elle. Ce n'était pas une question, c'était une évaluation. La route a dû être terrible. J'avais dit à ton père que tu n'y arriverais probablement pas avec ta petite voiture. La voiture va bien, ai-je répondu. Les routes sont juste ralenties. Son regard est descendu sur mes pieds. Ce sont les mêmes bottes que l'année dernière? Le cuir craquait au bout. Elle garde l'eau à l'extérieur, ai-je dit en déboutonnant mon manteau. Papa est dans le bureau? Il prépare des verres. Essaie d'être joyeuse. Cédric a de grandes nouvelles et ton père est d'humeur festive. Elle m'a tourné le dos, le velours scintillant, et est retournée vers les rires qui résonnaient depuis le salon. Et laisse ton sac ici. Ne le traîne pas sur le parquet. J'ai posé le sac en toile sur le banc et me suis dirigée vers le bureau. La maison était bruyante, non pas de musique, mais de cette résonance grave et spécifique des gens riches qui parlent les uns par-dessus les autres. J'ai passé le salon de réception, apercevant au passage le sapin, près de 4 mètres de haut, recouvert de fausse neige et de décorations qui étaient plus vieilles que moi. J'ai trouvé mon père, Richard, debout derrière le bar du bureau. La pièce était sombre, lambrissée de noyer, sentant le vieux papier et le scotch. Il cassait de la glace dans un seau en argent. C'était un homme imposant qui s'était empâté au milieu, le visage rougi par le teint perpétuel de l'hypertension et des purs maltes. « Joyeux Noël, papa », ai-je dit. Il n'a pas arrêté de piler la glace. « Tu y es arrivé », dit-il. Il a laissé tomber 2 glaçons dans un verre et a versé un liquide ambré par-dessus. La bouteille était un Macallan de 25 ans d'âge. Il ne m'en a pas proposé. Les routes avaient l'air infernales. Elles n'étaient pas terribles. Il s'est retourné, faisant tourner le verre. Il m'a regardé, les yeux vitreux et ennuyés. « Tu jongles toujours avec des chiffres pour des clopinettes à Rouen? »« Ça gagne ma vie », ai-je répondu. J'ai gardé une voix neutre. C'était le scénario. J'étais le faire-valoir dans leur comédie. « Gagner ta vie », a-t-il ricané. Il a pris une longue gorgée. Cédric est sur le point de conclure une affaire qui fera passer ton salaire annuel pour une erreur d'arrondi. Tu devrais l'écouter ce soir. Tu pourrais apprendre quelque chose sur l'ambition. Je suis sûr qu'il va tout nous raconter, ai-je dit. Ne sois pas amère, Léa, c'est inconvenant. Il m'a bousculé en se dirigeant vers la porte. Sers-toi un verre si tu veux, mais n'utilise pas le bon whisky. C'est du gâchis pour des cocktails. Il m'a laissé seul dans le bureau. J'ai regardé la bouteille de Macallan. Je connaissais le coût de distribution, les taxes d'importation et la marge que le caviste local appliquait. Je connaissais la marge bénéficiaire de la distillerie en Écosse. Je connaissais la valeur des choses. Mon père, lui, ne connaissait que le prix. Je me suis versé un verre d'eau du robinet depuis la carafe sur le bar et je l'ai bu debout. J'ai quitté le bureau et suis allé dans la cuisine. C'était la seule pièce de la maison où je ressentais une certaine honnêteté. L'air y était épais, imprégné de l'odeur de bœuf rôti et de romarin. Martine, la femme qui cuisinait pour mes parents depuis 15 ans, était à l'îlot central, luttant avec une énorme côte de bœuf. « Mademoiselle Léa », dit-elle en souriant. Ses mains étaient couvertes de farine. « Salut Martine. » J'ai posé mon eau et retroussé mes manches. « Tu as l'air débordée. De quoi as-tu besoin ? » « Non, non, vous êtes une invitée », a-t-elle protesté, bien que ses yeux aient l'air soulagés. « Je ne suis pas une invitée, je suis de la famille. Et je m'ennuie. » Je suis allée à l'évier et me suis lavé les mains. Les pommes de terre. Elles ont besoin d'être épluchées, a-t-elle admis en désignant un sac sur le plan de travail. J'ai pris l'économe et je me suis mise au travail. Le rythme était apaisant. Éplucher, rincer, couper. C'était un travail simple avec un résultat tangible. Pendant 20 minutes, je n'étais qu'une paire de mains. Je n'étais ni la fille décevante ni l'investisseur secret. Je n'étais que le travail. La porte de la cuisine s'est ouverte avec un fracas.
Cédric se tenait dans l'encadrement. Il portait un costume sur mesure bleu marine qui lui allait parfaitement, une chemise blanche déboutonnée au col, et une montre qui coûtait aussi cher que ma Subaru. Il avait 3 ans de plus que moi et vibrait de l'énergie maniaque d'un homme qui se prend pour le centre de l'univers. Martine, où est le cabernet de réserve? Le verre de papa est vide, a crié Cédric sans la regarder. Il a balayé la pièce du regard et ses yeux se sont posés sur moi. Il a cligné des yeux, comme surpris de me trouver dans un espace tridimensionnel. Oh, dit-il. Tu es là. Je n'ai pas vu ta voiture. Je me suis garé sur l'herbe, ai-je répondu sans lever les yeux de la pomme de terre que j'épluchais. Il a ri, un son sec et aboyant. Il s'est dirigé vers le casier à bouteilles, en attrapant une par le goulot. Évidemment. Tu as laissé l'allée libre pour les gros bonnets. Bien vu, Léa. Il s'est appuyé contre le comptoir, tenant la bouteille de vin comme une massue. Il a regardé les épluchures dans l'évier. Tu aides encore le personnel? Tu sais qu'on paie des gens pour faire ça, pas vrai? Tu ne gagnes pas de bons points avec le travail manuel. J'aime le calme, ai-je dit. C'est ça. Le calme. C'est ta marque de fabrique. Il a vérifié son reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier, ajustant ses cheveux. Tu devrais venir au salon. Je suis sur le point de scotcher papa, et tu voudras entendre ça aussi. Ça pourrait t'inspirer à demander une augmentation dans ton petit box au bureau. J'arrive dans une minute, ai-je dit. Il a eu un sourire en coin, a tapoté la bouteille contre le comptoir et s'est retourné pour partir. Fais comme tu veux. Ne tarde pas trop, tu ne voudrais pas rater le futur. Il a poussé la porte, la laissant se refermer derrière lui. Le silence est revenu en force, mais l'air semblait différent maintenant. Chargé. J'ai terminé la dernière pomme de terre, je l'ai rincée et je l'ai fait tomber dans la casserole. J'ai séché mes mains sur un torchon. Je pouvais les entendre rire dans l'autre pièce. Ils riaient du monde, des gens qui épluchent des pommes de terre, des gens qui conduisent des Subaru grises. Ils se croyaient intouchables. J'ai glissé la main dans ma poche et j'ai touché à nouveau mon téléphone. J'ai tracé le bord de l'écran avec mon pouce. Il ne savait pas que le futur dont parlait Cédric, les 10 millions d'euros, l'investisseur providentiel silencieux, le sauveur de sa start-up au bord du gouffre, se tenait dans la cuisine, sentant l'amidon et le liquide vaisselle. J'ai lissé mon pull, pris une profonde inspiration et me suis préparé à rejoindre la fête. Je connaissais la valeur de la patience. C'était la seule chose au monde qui se composait plus vite que les intérêts. Je suis entré dans le salon et le bruit m'a submergé. Le feu rugissait dans la cheminée en pierre, trop grande pour la pièce, consumant des bûches à un rythme qui nécessiterait d'en remettre d'ici 1 heure. Ma mère avait disposé un assortiment d'amuse-bouches sur la table basse, des noix de Saint-Jacques enrobées de bacon, du brie importé et un plateau en argent rempli d'huîtres sur glace pilée. La glace fondait. Personne ne mangeait les huîtres. C'étaient des accessoires, là pour signaler l'abondance, pas pour être consommés. Cédric se tenait près de la cheminée, un bras reposant sur le manteau, l'autre tenant son whisky. Il tenait sa cour. Mes parents étaient assis sur le canapé en cuir, le regardant avec l'attention soutenue habituellement réservée aux figures religieuses ou aux chefs d'État. J'ai pris place sur le fauteuil à oreilles dans le coin, celui avec le coussin raide dont personne d'autre ne voulait. J'ai posé mon verre d'eau sur un sous-verre. J'étais invisible, et je préférais qu'il en soit ainsi. La chaîne d'approvisionnement est cassée, disait Cédric. Il gesticulait avec son verre, faisant dangereusement tanguer le liquide ambré près du bord. C'est archaïque. Vous avez des camions qui roulent à vide, des entrepôts utilisés à 60%, et aucune donnée en temps réel. Nebula n'est pas juste de la logistique. C'est un réseau neuronal pour le fret. Nous utilisons l'IA prédictive pour combler ces lacunes avant qu'elles n'arrivent. Mon père a hoché la tête sagement, bien que je sache pertinemment qu'il avait du mal à faire fonctionner le Bluetooth dans sa voiture. L'efficacité, a dit Richard. C'est là qu'est l'argent. Exactement, a dit Cédric. On coupe le gras.
On est le Uber du transport industriel, mais avec des marges plus élevées et aucune responsabilité sur les actifs. On ne possède pas les camions. On ne possède pas les entrepôts. On possède le code. Je l'ai observé. J'avais lu son pitch deck. J'avais lu les états financiers 3 mois plus tôt, quand il avait commencé à chercher des fonds pour sa série A. Le code était une version modifiée d'un algorithme de logistique open source avec une belle interface collée par-dessus. L'IA prédictive était un modèle de régression basique qui plantait s'il pleuvait en Auvergne. Mais la présentation était soignée. Cédric était un vendeur. Il vendait l'idée de lui-même, jeune, confiant, le genre d'homme qui rendait bien dans le portrait d'un magazine d'affaires. « Quel est ton burn rate actuel ?» ai-je demandé. La question est restée en suspens dans l'air, tranchante et discordante. Cédric s'est arrêté au milieu d'un geste. Il m'a regardé, les sourcils froncés, comme si les meubles s'étaient soudainement mis à parler. « Pardon. Ton burn rate, ton taux d'épuisement du capital, ai-je répété, gardant une voix égale. Et ton coût d'acquisition client ? Aux dernières nouvelles, tes dépenses marketing dépassaient tes revenus de 4 pour 1. Si tu ne possèdes pas les actifs, ton seul levier est le volume. Si tu brûles 200 000 € par mois juste pour payer l'électricité, il te reste combien de mois de trésorerie ? Ma mère a soupiré, une longue expiration audible signifiant que la patience quittait son corps. Elle a ramassé une Saint-Jacques et l'a examinée. Léa, s'il te plaît. Elle ne fait que poser une question, a dit Cédric, le sourire crispé. Il a tourné son corps entièrement vers moi, agressif et méprisant. C'est une question légitime pour un comptable. Mais tu penses trop petit, Léa. Tu penses comme si tu devais équilibrer un chéquier. Les startups fonctionnent sur la croissance, pas sur les économies. On brûle du cash pour capturer des parts de marché. Ça s'appelle changer d'échelle. Ça s'appelle l'insolvabilité si tu ne convertis pas, ai-je dit. Il te reste 6 mois de trésorerie. Peut-être 5. Mon père a posé son verre sèchement sur la table. Les glaçons ont claqué. Ça suffit, Léa. Bon sang, on prend un verre. On fait la fête. Ne nous ennuie pas avec ta comptabilité. Cédric est un visionnaire. Tu t'occupes des reçus, il s'occupe de l'avenir. Laisse-le parler. J'ai pris mon eau. J'étais juste curieuse de la solvabilité de l'avenir. Arrête d'être curieuse, a tranché Richard. Ça ressemble à de la jalousie. Cédric a ri. Il s'est éloigné de la cheminée, revigoré par cette défense. Il a marché jusqu'au centre de la pièce, bombant le torse. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Le burn rate n'est plus pertinent depuis ce matin. Il a fait une pause pour l'effet. Il a regardé Richard, puis Élise, puis m'a enfin jeté un regard apitoyé. J'ai clôturé le tour de table, dit Cédric doucement. J'ai sécurisé l'investisseur principal. Ma mère a halté. Elle a frappé dans ses mains. Cédric. Oh mon Dieu. Combien ? A demandé Richard en se penchant en avant, affamé. 10 millions, a dit Cédric. Les chiffres semblaient aspirer l'oxygène de la pièce. Mon père s'est levé. Il a secoué la tête, un sourire fendant son visage, sincère et terrifiant. 10 millions d'euros. Mon Dieu. Ça fait une valorisation à combien ? 40 millions post-monnaie, a dit Cédric. Je garde le contrôle majoritaire. De justesse. C'est qui ? A demandé Richard. Partech ? Qui m'aventure ? Cédric a pris une gorgée de son whisky, savourant l'instant. Non. C'est une entité privée. Un trust aveugle. L'avocat qui les représente est un requin, un certain Vincent. Mais l'argent derrière. C'est une baleine silencieuse. On appelle ça de la dumb money, l'argent bête, dans le milieu. Je l'ai regardé par-dessus le bord de mon verre. Ma main était immobile. De l'argent bête, a demandé Élise. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas demandé de siège au conseil d'administration, a répondu Cédric. Il a gloussé, secouant la tête devant l'absurdité de sa propre chance.
Ils n'ont pas demandé de droit de regard opérationnel. Ils voulaient juste des parts. L'avocat a dit que le mandant aimait l'histoire de la boîte. C'est probablement un vieux fantôme rentier qui ne comprend rien à la tech, quelqu'un qui veut diversifier son portefeuille et qui trouve que l'IA sonne sexy. J'ai manipulé leur avocat comme un violon. Tu es brillant, a murmuré Élise. Je le savais. Je les ai convaincus de réduire la période de due diligence à 2 semaines, s'est vanté Cédric. Il s'est dirigé vers les amuse-bouches et a mis une huître entière dans sa bouche, l'avalant d'un trait. Ils ont à peine regardé le code. Ils ont juste vérifié la structure légale et la table de capitalisation. C'est l'argent le plus facile que j'ai jamais vu. Le virement est programmé pour demain matin, dès l'ouverture des banques. À Cédric, a dit Richard, levant son verre bien haut. À son toucher en or. Au toucher en or, a fait écho Élise. Ils ont bu. Je n'ai pas levé mon eau. Je suis resté parfaitement immobile. Cédric avait tort. Je n'avais pas annulé la due diligence. J'avais mené une diligence pendant 3 ans. Je savais exactement comment il traitait son personnel. J'avais lu les avis Glassdoor qu'il avait payés pour faire effacer. J'étais au courant des paiements de fournisseurs qu'il retardait pour gonfler ses bilans trimestriels. Je savais qu'il sortait actuellement avec sa directrice marketing, un conflit d'intérêts qu'il n'avait pas divulgué aux précédents Business Angels. Et je connaissais la lettre d'intention qu'il avait signée. Il était tellement concentré sur la valorisation et le siège au conseil qu'il n'avait pas prêté attention aux clauses restrictives. Plus précisément, la clause de moralité enfouie dans la section 4, paragraphe C. C'était une clause standard dans le private equity à haut risque, généralement réservée aux contrats de sponsoring de célébrités. Mais mon avocat l'avait insérée dans l'accord de financement principal. Elle stipulait que l'investisseur se réservait le droit de retirer son financement avant la clôture définitive si le dirigeant faisait preuve de négligence morale grave ou d'une conduite indigne d'un mandataire social. C'était un piège. Un piège conçu pour un homme qui se croyait intouchable. Et qu'en est-il des conditions, ai-je demandé. Ma voix était basse, mais elle a fendu leur célébration. Cédric s'est tourné vers moi, agacé que je parle encore. Quoi, les conditions? Les conditions de clôture, ai-je dit. L'argent est-il sur le compte, ou est-il sous séquestre? Sous séquestre, a dit Cédric en levant les yeux au ciel. En attente de la signature finale. C'est une formalité, Léa. Les contrats sont signés. L'affaire est conclue. Pourquoi faut-il toujours que tu cherches la faille dans les fondations? Parce que c'est par là que l'eau s'infiltre, ai-je dit. Mon Dieu, tu es déprimante, a soufflé Cédric. Il s'est tourné vers notre père. Elle ne comprend pas, papa. Elle pense en salaire horaire. Elle ne comprend pas l'effet de levier. Elle est prudente, a dit Richard, me balayant d'un geste de la main. C'est pour ça qu'elle est comptable. Le monde a besoin de gens pour compter les haricots, mon fils, même s'ils ne savent pas comment les faire pousser. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain. Ne demande pas de prêt à ton frère, Léa. Je suis sérieux. Je sais que les temps sont durs pour toi. Je vois la voiture que tu conduis. Ce n'est pas parce qu'il est riche maintenant que tu auras droit à la charité. Je ne veux pas de son argent, ai-je répondu. Tant mieux, a dit Cédric, parce qu'il est immobilisé en capitaux propres. Tu ne comprendrais pas. Martine est apparue dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. Elle avait l'air fatiguée. Le dîner est servi, a-t-elle dit doucement. Excellent, a dit Richard. Allons manger, je meurs de faim. Le succès creuse l'appétit. Il a passé son bras autour des épaules de Cédric. Ils ont marché ensemble vers la salle à manger, un mur solide de confiance masculine. Élise les a suivis, dans leur sillage comme un poisson pilote. Je me suis levée. Mes jambes étaient raides. J'ai pris mon téléphone sur la table. Je l'ai déverrouillé et j'ai vérifié l'application sécurisée. Le statut était inchangé, en attente de la signature de l'investisseur. Le bouton était là, un simple message rouge, refusé.
J'aurais pu appuyer à ce moment-là. J'aurais pu en finir dans le salon, au milieu de l'odeur du feu de bois et des huîtres tièdes. Mais les comptes n'étaient pas encore soldés. Il avait insulté ma profession, mon intelligence et ma vie. Il m'avait traité d'argent bête. J'avais besoin qu'il sente la hauteur de la chute. J'avais besoin que l'humiliation soit publique, ou du moins aussi publique qu'elle pouvait l'être entre les murs de cette maison. J'avais besoin du toast. J'ai marché vers la salle à manger. Cédric se tenait dans l'embrasure, attendant que je passe pour pouvoir fermer la porte. Quand je me suis approchée, il ne s'est pas écarté. Il s'est planté au centre du passage, m'obligeant à tourner l'épaule pour me faufiler. « Essaie d'avoir l'air heureuse, Léa », a-t-il chuchoté, son haleine sentant le scotch. « Je suis sur le point d'acheter toute cette ville. Tu ferais bien d'être dans mes petits papiers. » J'ai levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient brillants et vides. Il y croyait vraiment. Il croyait que le monde était une chose qui s'achetait, et qu'il était celui qui tenait le portefeuille. « Je suis toujours heureuse, Cédric, ai-je répondu. « Bien sûr que tu le es, a-t-il ri. Il m'a poussé légèrement, pas assez fort pour me faire un bleu, mais assez pour me faire avancer. « Va t'asseoir au bout. Papa veut que je sois en bout de table ce soir. » Je suis entrée dans la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, les assiettes au bord doré lavées à la main et rarement utilisées. Les bougies étaient allumées. C'était un magnifique tableau d'une famille heureuse. J'ai pris ma place à l'extrémité de la table, face à mon père. J'ai posé mon téléphone face contre la nappe, à côté de ma fourchette. L'arme était chargée. J'attendais juste qu'ils me donnent une raison d'appuyer sur la détente. Ils ont tiré leur chaise, le bois raclant le sol, bruyant et confiant. Ils se sont assis, prêts à festoyer sur l'avenir. J'ai déplié ma serviette et je l'ai posée sur mes genoux. J'étais prête à régler les comptes. La salle à manger était un théâtre d'ombre et de lumière à la bougie. Le lustre au-dessus de nos têtes était tamisé, projetant des formes longues et vacillantes sur le papier peint velouté. Nous étions assis autour de la table en acajou, séparés par de grandes étendues de lin blanc et des candélabres en argent. Le bœuf rôti trônait au centre de la table sur un plateau en argent, une massive côte de bœuf en croûte qui perdait son jus sur le métal. Martine l'avait découpé à la perfection, mais elle s'était retirée dans la cuisine, nous laissant nous servir. Cédric a pris la première tranche. Il a pris le morceau du centre, le plus saignant, le jetant sur son assiette avec un bruit lourd et humide. Il n'a proposé le plateau à personne d'autre. Il ne l'a passé à mon père qu'après avoir pris une deuxième tranche. La clé, c'est le marché secondaire, disait Cédric, la bouche pleine. Il mâchait vigoureusement. Une fois que la valorisation atteindra 50 millions, je pourrai utiliser mes parts comme levier pour des prêts personnels, acheter des actifs tangibles. De l'immobilier. Peut-être un bateau. Je regardais pour un Riva. Un Riva, a dit mon père en hochant la tête tout en se servant. Un classique. Très bonne valeur de revente. Je me fiche de la valeur de revente, a rétorqué Cédric. Ce qui m'importe, c'est l'image. Tu arrives dans un Riva, les gens savent que tu n'as pas fait de crédit pour l'avoir. J'ai regardé mon assiette. J'avais pris l'entame, le morceau bien cuit, sec et coriace. Je l'ai coupé en petits carrés précis. J'ai versé du jus de viande par-dessus pour lui redonner de l'humidité. J'ai fini les rénovations de ma maison, ai-je dit. Le silence a été immédiat. Ce n'était pas une pause confortable. C'était comme l'interruption brutale d'une émission télé. Ma mère m'a regardé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Elle a cligné des yeux, comme si je m'étais mise à parler une langue étrangère. « Ta maison ?» a-t-elle demandé. « La maison de Villarouan », ai-je dit. J'ai fait le carrelage de la salle de bain moi-même. Ça m'a pris 3 week-ends, mais j'ai économisé 4 000 € de main-d'œuvre. Le rendu est bien. De la main-d'œuvre, a reniflé Cédric. Il a pris une gorgée de vin, un cabernet charpenté qui lui tachait les lèvres en violet. Léa, on parle de valorisation à 8 chiffres, et tu nous parles de joint de carrelage. C'est jouer petit.
Il faut que tu arrêtes de penser comme un entrepreneur en bâtiment. J'en suis fière, ai-je dit. Léa, s'il te plaît, a dit ma mère. Elle a coupé sa viande dans un crissement aigu de l'acier contre la porcelaine. Pas maintenant. Nous célébrons Cédric. Nous n'avons pas besoin d'entendre parler de tes travaux. Ça casse l'ambiance. Je partageais juste l'information, ai-je répondu. Eh bien, partage plus tard, a-t-elle tranché. Ou envoie-nous une photo. Cédric, dis-nous en plus sur l'investisseur. Sur quel délai de sortie table-il ? J'ai posé ma fourchette. Je ne l'ai plus reprise. Je les ai regardés manger. Ils mangeaient avec une faim qui n'avait rien à voir avec la nutrition. C'était de la consommation. Ils dévoraient la viande, le vin, les pommes de terre et l'air de la pièce. Ils nourrissaient un vide qui ne pouvait être comblé. Mon père a fini son verre de vin et s'en est versé un autre. Il devenait bruyant. L'alcool faisait fondre la fine couche de civilité qui empêchait habituellement nos dîners de famille de dégénérer en guerre ouverte. Il a regardé Cédric, les yeux baignés de fierté et de scotch. « Je veux porter un toast », a déclaré Richard. Il s'est levé. Sa chaise a bruyamment raclé le parquet. Il a levé son verre, le vin rouge captant la lumière des bougies comme du sang. « À mon fils », a commencé Richard, sa voix résonnant dans la pièce. À Cédric. Pendant des années, je me suis inquiétée. Je l'admets. Je m'inquiétais de te voir trop agressif, trop affamé. Mais j'avais tort. Tu étais juste en avance sur ton temps. Cédric a souri, un sourire rempli arrogant. Il s'est adossé à sa chaise, faisant tournoyer son vin. Tu as l'instinct du tueur, a poursuivi Richard. Tu es sorti là-bas, et tu as chassé. Tu as ramené la proie à la maison. C'est ce que fait un homme. Il pourvoit, il bâtit, il conquiert. Richard s'est tu et a tourné la tête vers moi. Le sourire n'a pas quitté son visage, mais il a changé. Il est devenu crispé, pitoyable. C'était le sourire qu'on adresse à un chien à trois pattes. Et à Léa, a-t-il dit. J'ai levé les yeux vers lui. J'ai gardé un visage impassible. Finalement, a lancé Richard en gloussant, quelqu'un dans cette famille a un cerveau. Quelqu'un a le courage de prendre des risques. Cédric a assuré l'avenir du nom Belmont. Il s'est penché sur la table, en appui sur ses phalanges. Il m'a regardé droit dans les yeux. Léa. Je sais que tu tires le diable par la queue. Je sais que tu travailles dur dans ton petit boulot. Mais je veux que tu m'écoutes. Cet argent, ce succès, il appartient à Cédric. Il l'a mérité. Je ne veux pas que tu viennes lui réclamer l'aumône. La pièce s'est figée. Le feu a crépité dans l'autre salon. Papa, ai-je dit doucement. Je suis très sérieux, a dit Richard, la voix se durcissant. C'est inconvenant. Tu as ta propre vie. Elle est modeste, mais c'est la tienne. Ne sois pas une sangsue. Ne regarde pas le succès de ton frère en pensant que c'est un buffet où tu peux venir picorer. Promets-le-moi. Pas de prêt. Pas d'urgence. Tu te débrouilles toute seule. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais je l'ai repoussée. Je l'ai enfouie dans cet endroit froid où je gardais les chiffres. Cédric a ri. C'était un son gras, cruel. Ne t'inquiète pas, papa, je ne la laisserai pas mourir de faim. Je l'embaucherai pour faire mes impôts. Je la paierai même au prix du marché. Peut-être. C'est généreux de ta part, a dit ma mère en le regardant avec admiration. C'est très gentil, Cédric. Tu vois, Léa. Il veille sur toi. À Cédric, a crié Richard. Au vainqueur. Au vainqueur, a hurlé Élise. Ils ont fait teinter leur verre. Puis ils ont fait quelque chose qui défiait toute grâce sociale, quelque chose de si instinctif et primaire que cela révélait tout de ce qu'ils étaient vraiment. Ils ont tourné leur corps. Mon père s'est rassis et a orienté sa chaise vers Cédric. Ma mère a tourné sa chaise vers Cédric. Ils ont formé un triangle fermé en bout de table. Leur dôme était littéralement tourné.
J'étais assise à l'autre bout de la table, face à un mur de laine sur mesure et de velours. Ils ont commencé à parler entre eux, à voix basse et complice, riant de cet investisseur bête et du bateau que Cédric allait acheter. J'étais seule dans la pièce. J'ai regardé l'arrière de la tête de mon frère. J'ai vu la façon dont ses cheveux étaient coupés, ce dégradé onéreux et parfait dans la nuque. J'ai vu la tension s'échapper des épaules de mon père, le soulagement d'un homme qui pensait que sa retraite était enfin assurée par le travail de quelqu'un d'autre. J'ai pris mon couteau. J'ai coupé un petit morceau de ce bœuf sec. Je l'ai mis dans ma bouche. J'ai mâché. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai avalé. C'était l'heure. J'ai passé la main sous la table. Ma main a trouvé mon téléphone sur la serviette. Je ne l'ai pas remonté. Je l'ai gardé sur mes genoux, caché par la nappe. Je connaissais l'interface par cœur. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir où étaient les boutons, mais j'ai quand même baissé les yeux. L'écran luisait doucement dans l'obscurité sur mes genoux. L'application était ouverte. Le document était actif. Statut, en attente de la signature de l'investisseur. Temps restant sur le compte séquestre, 14h02. J'ai appuyé sur l'icône de menu. J'ai sélectionné Gérer le financement. Les options sont apparues, exécuter le transfert. Prolonger le séquestre. Annuler l'accord. Je les ai regardés une dernière fois. Cédric imitait l'avocat de l'investisseur, prenant une voix nasillarde qui faisait hurler de rire mes parents. Et ensuite, il a posé des questions sur la clause de moralité. Tu y crois, toi? Cédric a essuyé une larme de son œil. De la moralité dans le capital risque. Hilarant. Ce sont des moutons, a soufflé mon père. Ce sont des moutons, a confirmé Cédric, et je suis le loup. J'ai baissé les yeux vers le téléphone. J'ai appuyé sur Annuler l'accord. Une boîte de confirmation est apparue, êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. Les fonds seront retournés au trust d'origine immédiatement. Je n'ai pas hésité. Mon pouce a survolé la confirmation. Je n'étais plus en colère. La colère est brûlante. Ceci, c'était de la comptabilité. C'était une correction. Le registre montrait un déficit de caractère qu'aucune somme de capital ne pouvait couvrir. Le passif était trop élevé. L'actif était défaillant. J'ai appuyé sur Confirmer. L'écran s'est rafraîchi. Une nouvelle barre de statut est apparue, chargeant rapidement, traitement de l'annulation. J'ai ouvert mes messages. J'ai trouvé la conversation avec Vincent, mon avocat mandataire. J'ai tapé rapidement, mes pouces bougeant par mémoire musculaire. Exécuter clause 4. Changement défavorable important. Le dirigeant a fait preuve de négligence morale grave et de manque de responsabilité fiduciaire pendant la période de due diligence. Financement retiré avec effet immédiat. Envoyer la notification à la contrepartie maintenant. J'ai cliqué sur Envoyer. J'ai remis le téléphone sur la table, face cachée, à côté de mon verre d'eau. J'ai pris mon verre de vin. C'était un vin de table bon marché, pas le grand cru qu'il buvait. J'ai pris une gorgée. Ça avait le goût de vinaigre, mais en descendant, ça m'a fait l'effet d'un feu purificateur. J'ai attendu. La conversation à l'autre bout de la table était toujours bruyante. Il prévoyait un voyage à Saint-Barth. Il discutait pour savoir quel aérodrome privé était le plus proche de l'hôtel. Ils dépensaient l'argent qui venait juste de s'évaporer de leur avenir. J'ai regardé la trotteuse de l'horloge comtoise dans le coin. Tic. 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 Les signaux numériques voyagent à la vitesse de la lumière. La commande est passée de mon téléphone à l'antenne relais, au serveur à Roubaix, à l'interface bancaire à la Défense, et enfin au système automatisé de l'avocat. Vincent était efficace. Il devait l'avoir le mail rédigé et en file d'attente. Il attendait juste le signal. Tic. 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 J'ai vu Cédric chercher son téléphone. Il était posé sur la table, près du beurrier.
Il ne vérifiait pas s'il y avait de mauvaises nouvelles, il vérifiait si le virement était passé. Il voulait montrer les zéros à papa. Laisse-moi juste vérifier les comptes, a dit Cédric en prenant l'appareil. Ça a peut-être été compensé plus tôt. Parfois, ces trusts aveugles agissent vite. Fais-nous voir, a dit Élise. Je veux voir le chiffre. Une seconde, a dit Cédric. Il a déverrouillé le téléphone. J'ai pris une autre gorgée d'eau. J'ai reposé le verre. Le son du verre heurtant la table a été le seul bruit que j'ai fait. Cédric a froncé les sourcils. Il a tapoté l'écran. Il a glissé le doigt vers le bas pour rafraîchir. C'est bizarre, a-t-il marmonné. Quoi, a demandé Richard. Le Wi-Fi a sauté? Non, a dit Cédric. Je viens de recevoir un mail. Priorité haute. Il l'a ouvert. J'ai observé son visage. C'était une étude clinique sur l'effondrement structurel. D'abord, la confusion, les sourcils froncés, la bouche légèrement ouverte. Puis, l'incrédulité, les yeux s'écarquillant, faisant des allers-retours sur le texte, le lisant encore et encore, espérant que les mots se réorganiseraient pour signifier autre chose. Ensuite, la couleur s'est estompée. Elle n'a pas pâli, elle a disparu. Son visage est devenu gris. De la couleur de la cendre mouillée. Non, a-t-il chuchoté. Qu'est-ce qu'il y a, a demandé Élise. Elle s'est penchée, lui touchant le bras. Cédric, qu'est-ce qui ne va pas? Non, a-t-il dit, plus fort cette fois. Il s'est levé. Sa chaise a basculé en arrière, heurtant le sol dans un fracas assourdissant. Non, c'est impossible. Cédric, s'est levé Richard, alarmé. Parle-moi. Que s'est-il passé? Cédric a regardé son téléphone, puis le mur, puis son père. Il ressemblait à un enfant qui vient de réaliser que le monstre sous le lit est bien réel. Ils l'ont retiré, a balbutié Cédric. Sa voix était aiguë, frêle, dépouillée de toute sa confiance de baryton. L'investisseur. Ils viennent d'annuler l'accord. Comment ça, annuler, a hurlé Richard. Ils ne peuvent pas annuler. On vient de trinquer. C'est signé. Ce n'est pas fait, a bégayé Cédric. Il tremblait. Ils ont invoqué une clause. La clause 4. Changement défavorable important. Appelle-les, a rugi Richard. Attaque-les en justice. Appelle l'avocat. Je ne peux pas, a hurlé Cédric en retour, la panique prenant le dessus. Je ne sais pas qui ils sont. C'est un trust aveugle. Le mail dit juste. Il dit. Il a regardé l'écran à nouveau, lisant les mots que j'avais écrits 30 secondes plus tôt. Il dit, l'investisseur a perdu confiance dans le jugement moral du dirigeant suite à une conduite récente. Cédric a levé la tête, les yeux fous. Il a balayé la pièce du regard, cherchant l'ennemi. Il a regardé la fenêtre, puis la porte vide de la cuisine. Une conduite récente, a murmuré Élise. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as rien fait. Tu es resté ici toute la journée. Je me suis raclé la gorge. C'était un son léger, mais dans le silence de leur ruine, ça a sonné comme un coup de feu. J'ai pris ma serviette et j'ai tamponné les coins de ma bouche. J'ai plié la serviette en un carré net et je l'ai posée sur la table. En fait, ai-je dit, il a fait pas mal de choses. Ils se sont tous tournés vers moi. Le triangle était brisé. Il faisait face au bout de la table, maintenant. Léa, la ferme, a claqué Richard. On a une crise. Ne parle pas. Il a bu du scotch de 25 ans d'âge, ai-je dit calmement. Il s'est vanté d'acheter un bateau avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Et il s'est moqué de la personne même qui a mis la nourriture sur sa table. J'ai tendu la main et j'ai tapoté mon téléphone. Je l'ai retourné. L'écran brillait dans la pénombre de la pièce. Il affichait le panneau d'administration du trust. Le gros bandeau rouge en haut indiquait « Accord annulé ». Ce n'était pas un fantôme, Cédric, ai-je dit. Je l'ai regardé dans les yeux. C'était moi.
Le silence qui a suivi était lourd, pesant sur la table comme un poids physique. C'était le genre de silence qui suit généralement un accident de voiture. La fraction de seconde après que le métal a fini de hurler, et avant que la douleur ne se fasse sentir. Le feu crépitait dans l'autre pièce, un son joyeux et inconscient qui ne faisait que souligner le vide dans la salle à manger. Cédric me fixait. Sa bouche était légèrement entr'ouverte. Un filet de salive reliait sa lèvre inférieure à son menton, mais il ne l'a pas essuyé. Il a regardé mon téléphone, puis mon visage, puis mon téléphone. La puissance de calcul de son cerveau, habituellement réservée aux mots à la mode et aux effets de levier, était à l'arrêt complet. « Toi » a dit Richard. Il n'a pas crié. Il a juste prononcé le mot comme si c'était un objet étranger qu'il essayait de recracher. Il a regardé Élise, puis est revenu vers moi, un sourire nerveux tremblant au coin de ses lèvres. « Léa, ne sois pas ridicule. Tu as bu trop de vin. Tu fais une scène. » « Je bois de l'eau, papa, ai-je dit. J'ai touché le verre. La condensation était froide contre le bout de mes doigts. C'est une blague, a dit Élise. Elle a ri, un son aigu et fragile qui s'est brisé instantanément. C'est une mauvaise blague. Cédric, dis-lui que ce n'est pas drôle. Qui est vraiment l'investisseur ? Cédric n'a pas ri. Il fixait l'écran de mon téléphone, qui était toujours face visible sur la table. Le bandeau rouge à corps annulé semblait briller de plus en plus fort à mesure que la pièce s'assombrissait. Il avait reconnu l'interface. Il avait vu le portail de la contrepartie lors des démonstrations que son avocat lui avait montrées. Le trust, a chuchoté Cédric. Le trust Argonaute. Oui, ai-je dit. Argonaute. Parce qu'il m'a fallu naviguer à travers beaucoup de monstres pour en arriver là. Tu n'as pas 10 millions d'euros, a dit Cédric, la voix tremblante, gagnant en volume à mesure que la colère commençait à percer le choc. Tu loues un 2 pièces. Tu roules en Subaru. Tu fais des audits. Je fais de la comptabilité légale, ai-je corrigé. Et pendant mon temps libre, je code. Je ne construis pas des applications qui tracent des chaînes d'approvisionnement, Cédric. Je crée des algorithmes qui trouvent des inefficacités dans les marchés de trading à haute fréquence. J'ai codé un bot il y a 3 ans. Il trade sur les écarts de microsecondes entre les bourses. Il ne dort pas. Il n'achète pas de bateau. Il fait juste fructifier le capital. Foutaise, a hurlé Richard en frappant la table de sa main. Les couverts ont sursauté. C'est de la science-fiction. Tu mens. Tu essaies de gâcher la soirée de ton frère parce que tu es jalouse. Vérifie tes mets, Cédric, ai-je dit. Cédric a tressailli. Son téléphone a vibré à nouveau dans sa main. Ne le lis pas tout de suite, ai-je poursuivi en me penchant en avant, appuyant mes coudes sur la table. Je vais te dire ce qu'il y a d'écrit. C'est l'avis formel de retrait. Il cite la section 4, paragraphe C. L'investisseur a déterminé que la direction principale manque du caractère requis et de la discipline fiduciaire pour gérer le capital. Il mentionne également que l'accord est nul ab initio. En raison d'une fausse représentation de stabilité. Cédric a baissé les yeux sur son écran. Il a lu le texte. J'ai vu ses yeux suivre les lignes. J'ai vu ses lèvres bouger légèrement alors qu'il lisait les mots « discipline fiduciaire ». Il a levé les yeux vers moi. Toute couleur avait entièrement déserté son visage, le laissant cireux et jaune à la lueur des bougies. Comment, a-t-il croassé. Vincent. L'avocat. Il a dit qu'il représentait un family office. Il me représente, moi, ai-je répondu. Je le paie très cher pour qu'il garde mon nom hors des documents. Parce que je savais que si tu voyais mon nom, tu ne prendrais pas l'argent. Ou pire, tu le prendrais en pensant que tu n'aurais pas à le rembourser parce que nous partageons le même ADN. Tu m'as piégé, a dit Cédric. La réalisation l'a frappé de plein fouet, et il a eu l'air malade. Tu m'as laissé porter ce toast. Tu m'as laissé. Tu m'as laissé parler du bateau. Je ne t'ai pas piégé, Cédric. Je t'ai donné une lettre d'intention, ai-je dit. Je t'ai donné une valorisation qui était 20% au-dessus du marché.
Je t'ai donné une chance. Tout ce que tu avais à faire, c'était d'être un être humain décent pendant 4 heures. Tu n'en as pas été capable. Tu as fait ça pour l'humilier, a rugi Richard. Il s'est levé, le visage violet. Il a pointé un gros doigt vers moi. Petite créature mesquine et vindicative. Tu t'es assise là et tu nous as laissé faire la fête pendant que tu tenais le couteau. Je tenais le chèque, papa, ai-je répliqué, ma voix restant parfaitement stable. J'étais le chèque. Et tu as raison, je me suis assise ici. Je me suis assise ici pendant que tu me disais que j'étais une déception. Je me suis assise ici pendant que tu me disais que lui seul avait un cerveau. Enfin, je me suis assise ici pendant que tu me faisais promettre. Promettre de ne pas lui demander de prêt. J'ai regardé Richard. Tu t'en souviens? Tu as été très spécifique. Tu as dit que c'était l'inconvenant. Richard a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Il a regardé Cédric, qui s'enfonçait dans sa chaise, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. J'ai le capital, ai-je dit. J'ai les liquidités. J'aurais pu financer Nebula 2 fois sans même toucher à mon capital initial. J'allais le faire. Je me suis dit, peut-être qu'il a changé. Peut-être qu'il a vraiment construit quelque chose. J'ai construit quelque chose, a crié Cédric. Il ressemblait à un enfant. Nebula est réel. Le code est réel. Le code est une copie d'un dépôt GitHub de 2019, ai-je rétorqué. Je l'ai audité pendant la phase de diligence. Mon bot a lu toute ta base de code en 6 minutes. C'est un désordre sans nom, Cédric. C'est vulnérable aux attaques par injection. Mais j'ai ignoré ça. Je me suis dit, d'accord, il pourra embaucher de meilleurs ingénieurs avec l'argent. Je pariais sur le fondateur, pas sur le produit. J'ai pris une gorgée d'eau. Mais le fondateur est un boulet, ai-je conclu. Tu traites les gens comme des meubles. Tu me traites comme une domestique dans la propre maison de mes parents. Et tu penses que l'argent bête est un crime sans victime. Si tu traites tes investisseurs comme des moutons à tondre, comment vas-tu traiter tes clients? Comment vas-tu traiter tes employés quand la trésorerie sera tendue? Je suis ton frère, a hurlé Cédric. Des larmes se formaient réellement dans ses yeux maintenant. Des larmes de rage. Tu n'annules pas un contrat à cause d'une conversation à table. C'est de la folie. C'est 10 millions d'euros, Léa. Tu ne peux pas juste les brûler. Je ne les ai pas brûlés, ai-je répondu. Je les ai juste remis dans ma poche. Élise a enfin parlé. Sa voix tremblait. Elle me regardait avec un mélange de peur et d'admiration, comme si des ailes venaient soudainement de me pousser dans le dos. Léa. C'est vrai? Tu as vraiment autant d'argent? Oui, maman, ai-je répondu. J'ai plus que ça. Elle a regardé Richard. Elle a regardé les lourds rideaux coûteux, la porcelaine, tous les signes extérieurs de richesse qui définissaient son existence. Puis elle m'a regardé. Je pouvais voir les rouages tourner. Je pouvais voir le calcul s'opérer derrière ses yeux. Le revirement arrivait. Eh bien, a commencé Élise, sa voix s'adoucissant, prenant une intonation haletante et frénétique. Eh bien, c'est un malentendu. Un terrible malentendu. Cédric, tu n'aurais pas dû être aussi impoli. Et Richard. Tu as été dur. Elle m'a souri. C'était un sourire terrifiant. C'était le sourire d'un prédateur réalisant qu'il avait ciblé la mauvaise proie. Léa chérie, dit-elle. Nous ne savions pas. Tu ne nous as jamais rien dit. Tu es si secrète. Si nous avions su que tu réussissais. Si nous avions su que tu étais un magnate. Un magnate, ai-je répété. Je suis comptable, maman. Je compte juste mieux que vous. On peut arranger ça, a dit Richard. Il s'est assis lentement. La colère s'évaporait, remplacée par une avidité désespérée et affamée. Il a regardé Cédric. Cédric. Présente tes excuses à ta sœur. Cédric a levé les yeux, la trahison écrite en toutes lettres sur son visage.
Quoi? Excuse-toi, a aboyé Richard. Tu as été arrogant. Je te l'avais dit, non? Je t'avais dit que tu étais trop agressif. Tu l'as insulté. Elle est l'investisseur. On traite l'investisseur avec respect. Tu as ri, a hurlé Cédric. Tu as porté un toast à ça. Je te soutenais, a menti Richard avec fluidité. Il s'est tourné vers moi, arborant son visage paternel, celui qu'il utilisait quand il voulait emprunter sur son assurance vie. Léa, écoute. C'est une affaire de famille. On n'a pas besoin d'avocat. On n'a pas besoin de clause. On peut s'asseoir. On peut retravailler les termes. Cédric te donnera un siège au conseil. Il te donnera. Qu'est-ce que tu veux? 50%? Je les ai observés. C'était fascinant. En l'espace de 3 minutes, ils étaient passés de la moquerie à la peur, puis à la tentative de m'absorber. Ils se fichaient de l'humiliation. Ils se fichaient de la moralité. Ils ne se souciaient que de l'argent. L'argent était la seule gravité qui les rattachait à la terre. Je ne veux pas de siège au conseil, ai-je dit. Je ne veux pas de part. Alors quoi? A demandé Cédric. Il s'est essuyé le nez avec le dos de la main. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu pour le repas de Noël, ai-je répondu. Je suis venu voir si nous étions une famille, ou si nous étions juste une entreprise avec une mauvaise culture. J'ai regardé le rôti de bœuf, froid et figé sur le plateau. J'ai eu ma réponse, ai-je conclu. Léa, sois raisonnable, a dit Richard. Il a tendu la main vers la bouteille de vin, la main tremblante. Il a essayé de se verser un verre mais il l'a raté, renversant du vin rouge sur la nappe blanche. La tache s'est étendue comme une blessure par balle. On peut en discuter. Tu as l'argent. Il est là. Ce serait stupide de le laisser dormir. On peut le garder dans la famille. On peut bâtir une dynastie. Nous n'avons pas de dynastie, papa, ai-je dit. Nous avons une hypothèque et des leasings. Cédric a tressailli comme si je l'avais frappé. Tu ne peux pas partir, a dit Cédric. Il s'est levé à nouveau, mais il avait l'air instable. Les autres investisseurs. Quand ils vont apprendre que l'investisseur principal s'est retiré, ils vont paniquer. Le tour de table va s'effondrer. Nebula va couler. J'ai les salaires à payer vendredi, Léa. J'ai des dettes. Je sais, ai-je dit. J'ai vu le bilan. Ton effet de levier est de 10 pour 1 personnellement. Si ce contrat meurt, la banque exigera le remboursement immédiat de ton appartement et de la Porsche. Alors tu me ruines, a dit Cédric. Tu es littéralement en train de détruire ma vie. Je ne détruis rien du tout, ai-je dit. Je refuse juste de te sauver de toi-même. C'est le libre marché, n'est-ce pas? C'est la résilience dont tu parlais tout à l'heure. Tu es un chasseur, Cédric. Va chasser. Je me suis levé. La chaise a raclé le sol. Ce fut le seul bruit dans la pièce. Richard m'a regardé. Il avait l'air vieux. Sa fanfaronnade avait disparu. Il n'était plus qu'un homme qui avait parié sur le mauvais cheval et s'en rendait compte trop tard. Léa, ne fais pas ça. Si tu sors d'ici, si tu retires cet argent, ne te donne pas la peine de revenir. C'était une menace, mais elle sonnait creux. Il avait besoin de moi maintenant. Il m'appellerait demain. Il m'appellerait tous les jours jusqu'à sa mort, pour demander des conseils, pour demander un pré-relais. Je sais, ai-je dit. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai mis dans ma poche. J'ai pris mon sac à main. Tu m'as dit de me débrouiller toute seule, ai-je dit à mon père. C'est ce que je fais. J'ai regardé Cédric une dernière fois. Il fixait la tache de vin sur la nappe, en traçant le contour avec son doigt. Il avait l'air perdu. Adieu, Cédric, ai-je dit. Bonne chance avec la chaîne d'approvisionnement. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai quitté la salle à manger, passé les lourds rideaux, passé l'horloge comptoise qui égrenait leur temps.
J'ai marché dans le couloir. La chaleur était toujours étouffante, mais je me sentais froide, propre. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Mon sac en toile était toujours sur le banc où je l'avais laissé. Je l'ai ramassé. Il me paraissait léger. Derrière moi, j'ai entendu ma mère commencer à pleurer. Ce n'étaient pas des pleurs de tristesse. C'étaient des sanglots frénétiques et colériques. Le son d'une femme qui a vu son billet de loto gagnant s'envoler dans le vent. J'ai entendu Richard crier sur Cédric. J'ai entendu le fracas d'un verre brisé. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Le vent s'est engouffré, transportant la neige. Elle tourbillonnait autour de mes pieds, mordante et réelle. Je suis sorti sur le perron et j'ai refermé la porte derrière moi. Le lourd loquet s'est enclenché, scellant le bruit à l'intérieur. J'étais dehors. L'air était frais. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant le monde de blanc, enfouissant les erreurs, les dettes et les mensonges. La neige s'était accumulée pendant que nous étions à l'intérieur. Il y en avait bien 7 centimètres maintenant, un manteau frais et immaculé qui recouvrait la gadoue sale de l'allée. Le vent venait du nord, poussant les flocons de côté dans des spirales serrées et furieuses. Ça me piquait le visage, mais la douleur était clarifiante. Elle réveillait les terminaisons nerveuses qui s'étaient engourdies dans la chaleur de la maison. J'ai marché jusqu'à la Subaru. Ce n'était plus qu'un monticule sombre sur la pelouse, indiscernable des buissons, à l'exception du faible reflet des lumières de la maison sur le rétroviseur. Je ne me suis pas pressé. Je n'avais nulle part où être, et j'avais tout le temps d'y arriver. J'ai utilisé la manche de mon manteau pour balayer la neige de la porte côté conducteur. Elle est tombée en lourds paquets. J'ai ouvert la porte et récupéré le grattoir à glace sur le plancher. J'aurais pu démarrer la voiture et laisser le dégivrage faire le travail, mais je voulais le faire moi-même. J'avais besoin du mouvement. J'ai gratté le pare-brise, la lame en plastique mordant dans la glace avec un rythme assuré. CRR. 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 C'était le son du travail. C'était le son de la réalité. À l'intérieur de la maison, je pouvais voir des ombres bouger frénétiquement derrière les fenêtres. La silhouette de mon frère faisant les 100 pas dans la salle à manger, agitant les bras. La silhouette de ma mère, immobile, la tête entre les mains. Ils étaient piégés dans l'aquarium, nageant en cercle, consommant l'oxygène. J'ai fini le pare-brise. J'ai dégagé les phares. Je suis monté dans la voiture et j'ai tourné la clé. Le moteur s'est mis en marche immédiatement, un grondement régulier et sans plainte. J'ai allumé le chauffage et les phares. Les faisceaux ont découpé 2 cônes de lumière jaune dans l'obscurité blanche et tourbillonnante. J'ai passé la marche arrière. Alors que je reculais, mes pneus crissant sur l'herbe gelée, j'ai levé les yeux vers la maison une dernière fois. Il y avait une silhouette à la fenêtre du bureau. C'était mon père. Il tenait le rideau d'une main. Il n'avait pas de verre à la main. Il se tenait juste là, me regardant. Les projecteurs illuminaient son visage. Il avait l'air gris. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, comme si la maison était soudainement devenue trop grande pour lui. Il n'a pas fait signe de la main. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme qui avait oublié où il avait rangé quelque chose d'important et qui savait, avec une clarté soudaine et terrible, qu'il ne le retrouverait jamais. Je ne lui ai pas fait signe en retour. J'ai passé la marche avant et je me suis engagé doucement sur le bitume. La voiture accrochait bien la route. J'ai descendu la longue allée sinueuse, passé les piliers de pierre, et j'ai tourné sur la route départementale. Le silence dans la voiture était absolu. Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait que le bourdonnement des pneus et le bruit du vent. J'ai roulé pendant 20 minutes sans croiser une autre voiture. Le monde était vide, blanc et propre. J'ai ressenti un relâchement physique dans ma poitrine, un os dénouant dont je n'avais pas réalisé la présence pendant 28 ans. J'ai atteint l'échangeur de l'autoroute. Il y avait un restaurant routier là, le relais routier, une boîte de chrome et de néon qui restait ouverte 24h24 pour les camionneurs et les chasse-neige. L'enseigne bourdonnait d'un son que l'on pouvait ressentir jusque dans les dents. Je me suis garé.
Il y avait 3 semi-remorques à l'arrière, leur moteur diesel tournant au ralenti dans le froid. Je me suis garé près de l'entrée. À l'intérieur, le relais sentait le café, la graisse de bacon et la cire pour le sol. C'était une odeur qui ne prétendait pas être autre chose. C'était honnête. J'ai pris une banquette près de la fenêtre. Le sky était craquelé et réparé avec du ruban adhésif. Une serveuse s'est approchée. Elle était plus âgée, peut-être la soixantaine, avec des cheveux gris tirés en un chignon serré et des chaussures orthopédiques qui couinaient sur le linoléum. Son badge indiquait Béatrice. Elle avait l'air fatiguée. C'était le soir de Noël, et elle travaillait pour des pourboires dans un relais routier, pendant que mon frère pleurait pour un bateau qu'il ne pourrait pas racheter. Un café, a-t-elle demandé, la cafetière déjà prête. S'il vous plaît, ai-je dit. Noir. Et une part de tarte aux pommes. Chaude, si possible. Ça marche, ma belle. Elle a versé le café. Il était noir et fumant. Elle est partie chercher la tarte. J'ai enroulé mes mains autour du mug, laissant la chaleur pénétrer mes paumes. J'ai pris une gorgée. C'était amer, très chaud, et parfait. Ça avait le goût de l'autonomie. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je ne l'avais pas regardé depuis que j'avais quitté la table. Il y avait 12 appels en absence. 4 de papa, 3 de maman, 5 de Cédric. Il y avait des SMS, aussi. Des murs de texte. Des excuses, des menaces, des négociations. Les étapes du deuil défilant sur mon écran dans des bulles bleues. Léa, s'il te plaît, décroche. On doit parler. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. Je suis désolée pour le toast. Appelle-moi. Papa a des douleurs dans la poitrine. Réponds au téléphone. Je n'ai ressenti aucune poussée d'adrénaline. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je me suis senti comme un auditeur révisant un registre frauduleux. Les chiffres ne correspondaient pas. Les actifs étaient surévalués. Les passifs étaient cachés. J'ai ouvert mon application bancaire. Je me suis connecté avec mon empreinte biométrique. Le tableau de bord s'est chargé. Compte courant, 10 452 000 euros. Statut, disponible. Les fonds étaient revenus. Le blocage était levé. Les 10 millions d'euros qui avaient brièvement appartenu à Nebula, au rêve du bateau Riva et aux vacances à Saint-Barth, reposaient tranquillement dans ma réserve de liquidité. Ce n'était qu'un chiffre. Ce n'était plus une arme. Ce n'était plus que la liberté. Béatrice est revenue avec la tarte. C'était une part épaisse, saupoudrée de cannelle, de la vapeur s'échappant des entailles de la croûte. Et voilà pour vous, a-t-elle dit. Soirée tranquille pour vous? Vous êtes juste de passage? Les routes sont mauvaises, ai-je dit en regardant par la fenêtre. Faites attention dehors. J'ai 4 roues motrices, ai-je répondu. Intelligente, a-t-elle souri. Elle a détaché l'addition de son carnet et l'a posée face cachée sur la table. Pas d'urgence, ma belle. Je suis là toute la nuit. J'ai mangé la tarte. Je l'ai mangée lentement, savourant les pommes, le sucre et le beurre. C'était de la nourriture simple. Ça coûtait 4,50 €. C'était bien meilleur que le rôti de bœuf. C'était bien meilleur que les huîtres. Quand j'ai eu terminé, j'ai essuyé ma bouche avec la serviette en papier. J'ai pris l'addition. Total, 6,25 €. J'ai sorti un billet de 100 € de mon portefeuille. Je l'ai plié et je l'ai placé sous la tasse à café. Ce n'était pas de la charité. C'était la reconnaissance de la valeur. Béatrice avait fourni un service. Elle avait été gentille. Elle avait fait son travail sans prétention. Cela valait bien une prime. Je me suis levée et j'ai mis mon manteau. J'ai marché vers la caisse, mais ne voyant personne, j'ai simplement fait un signe de la main à Béatrice qui était derrière le comptoir, en train de remplir les distributeurs de sucre. Elle a vu le billet sous la tasse et ses yeux se sont écarquillés.
Elle a commencé à dire quelque chose, à m'appeler, mais je poussais déjà la porte vitrée. Le froid m'a frappé à nouveau, mais j'y étais préparé cette fois. Je suis remonté dans la Subaru. Le siège était encore tiède. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Je suis allé dans les paramètres. J'ai sélectionné bloquer le contact pour Cédric. Puis pour Richard. Puis pour Élise. J'ai mis le téléphone dans la console centrale. J'ai quitté le parking du relais routier et j'ai pris la bretelle d'accès pour l'autoroute A13. L'autoroute était un ruban d'asphalte noir, dégagé par les chasse-neige, flanqué de hauts murs de neige blanche. Il n'y avait aucune autre voiture en vue. J'ai accéléré. Le moteur vrombissait, montant dans les tours. 70, 90, 110 km/h. Je n'étais plus l'associée silencieuse. Je n'étais plus l'investisseur. Je n'étais ni la fille ni la sœur. J'étais juste Léa. Le registre était équilibré. La dette était payée. J'ai conduit dans l'obscurité, regardant la neige voler vers le pare-brise comme des étoiles, avançant kilomètre après kilomètre. Les lumières de l'autoroute ont fini par se fondre en une seule ligne blanche continue, alors que Léa laissait les fantômes de ce repas de Noël derrière elle, respirant enfin l'air froid et pur d'une vie entièrement à elle.